Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, fidèles téléspectateurs des Triomphe Congo Télévision, votre chaîne, nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus à travers cette chaîne que vous aimez d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour un autre numéro, comme d'habitude, à travers votre chaîne. De quoi il sera question aujourd'hui? 3 sujets sont au menu. D'abord, cette hausse du prix de la farine de maïs sur le marché de la province du Haut-Katanga. Les efforts ont été menés, vous allez vous souvenir, c'est le gouvernement provincial qui a implanté différents points de vente dans différentes communes à travers la ville de Lubumbashi. Quelle solution ou cela a-t-il résolu le problème? Et en plus, nous allons parler sur les efforts menés par les autorités provinciales ici, dans la province du Haut-Katanga, pour lutter contre la criminalité dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Et après, nous allons parler aussi sur cette proposition de loi, la loi Tchani, qui est parmi les matières qui se trouvent sur la table de l'Assemblée nationale, les matières à discuter. Pourquoi cette loi, cette proposition? Pourquoi choisir seulement ces moments où la République démocratique du Congo est dans une période préélectorale avec beaucoup de turbulences politiques? Et pourquoi, quelle fin, qu'est-ce qui est derrière cette loi? Voilà. Avec ces 3 sujets, je ne serai pas seul, mesdames et messieurs, mais je serai accompagné d'un invité que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Mais avant toute chose, je vous demande d'abord de vous abonner sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision, de liker, d'activer aussi la cloche de notification pour vous permettre de recevoir toutes nos publications. Nous vous saluons de partout où vous êtes, que ce soit en République démocratique du Congo, en Afrique et partout au monde. Bienvenue sur votre chaîne. Sans plus tarder, je m'en vais maintenant recevoir mon invité du jour, qui est M. Colin Djouma Moussompo, à qui je dis bonjour. Bonjour, cher confrère Étienne. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Vraiment, c'est une très bonne chose. Plateau, oui, vraiment. Oui, comment l'état de santé? Non, l'état de santé, ça évolue. Hein. Vraiment, j'avais piqué une crise de la malaria, mais maintenant ça va. Je vois que Dieu me fait grâce. Voilà. Dieu nous fait grâce, mesdames et messieurs. Vous avez découvert M. Colin Djouma Moussompo, qui est aussi journaliste de Triomphe Congo Télévision. Alors, sans plus tarder, M. Colin, dites-nous, le gouvernement provincial voulait faire face à cette flambée des prix de la farine de maïs à travers la province. Et nous avons vu les points de vente qui ont été implantés par-ci par-là à travers la ville, dans les différentes communes. Est-ce que cela a-t-il vraiment résolu le problème? Étienne, c'est que vous devez comprendre, la situation est très préoccupante dans la province, et surtout que c'est pour la toute première fois depuis que nous sommes à Lubumbashi de voir le prix de la farine de maïs galoper jusqu'à $50 le sac. De 20 000 à 100 000 francs. 100 000 francs, c'est énorme. Donc vous avez quelqu'un qui gagne par mois $100, il doit acheter 2 sacs de farine. Imaginez que cette personne a 5, 6, 10 enfants. Nous sommes des Africains. Nous sommes obligés d'avoir nos propres enfants et puis toute la famille élargie. Mais comment cette personne va survivre? C'est grave. Bien sûr, il y a les efforts qui sont menés sur place par le gouvernement provincial, mais le résultat, c'est chaotique. Parce que dans les points de vente, on constate que ce sont des personnes qui sont plus influentes, qui achètent 10, 20, 40 sacs, qui vont revendre à 85 000, à 60 000, 75 000 d'ailleurs, c'est ça les prix de vente. La condition était que chacun s'amène avec 20 000 francs
Bon, il y a des arrangements. Qu'un seul sac. Il y a des arrangements, mon frère. Comment ça se passe? Parce qu'il y a aussi les agents de la police qui sont affectés dans les différents... Mais vous savez, la CENI a organisé l'enrôlement des électeurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu là-bas? Ce sont toujours les mêmes gens qui s'arrangeaient pour faire payer. Donc, ici, les efforts menés par le gouvernement provincial pour vendre la farine à 20 000 francs, c'est un effort que je peux dire qui ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que pour que nous arrivions à faire ça, il faut des mesures concrètes. C'est-à-dire quoi? Par exemple... Je vous donne une référence. En 2007-2008, il y avait eu aussi une hausse vertigineuse de prix de la farine de maïs. Là, c'était le gouvernement de Moïse Katumbi. Et nous avons vu Moïse Katumbi prendre des initiatives. La première, il a d'abord exonéré l'entrée de la farine de maïs. On a vu de commerçants... Au niveau de la frontière, oui. On a vu des commerçants qui se sont mobilisés, qui sont allés voir le gouverneur. Ils lui ont proposé. Certains sont allés en Tanzanie, d'autres sont allés en Afrique du Sud, d'autres sont allés au Zimbabwe pour emmener de la farine parce que la Zambie avait refusé. Alors, on a vu des camions et des tonnes d'entrée. Et le gouvernement provincial aussi avait créé des points de vente. La farine, nous l'avons payée à 8 000 francs. Vous voyez? Et aussi, il ne s'était pas limité seulement par là. Moïse Katumbi est allé plus loin. Organiser de champs. Hein? Il a imposé à toutes les entreprises minières d'avoir des champs. Tous ceux-là qui viennent investir au Katanga, effectivement, dans les grands Katanga. Oui. Et puis, on distribuait la semence aux petits agriculteurs. Les paysans. On les donnait gratuitement. On a aussi exonéré l'importation de semences. Mais vous voyez un peu aussi d'autres intrants agricoles. C'est ça la politique qu'il faut. Il ne suffit pas de dire non, la Zambie est en train de bloquer, c'est parce que l'opposition congolaise ne veut pas qu'il y ait l'abondance de la farine. Non, ça c'est un faux fuyant. Le problème c'est de créer des mécanismes pour endiguer ces phénomènes de hausse de prix. Oui. Et aujourd'hui, c'est impossible de survivre. Est-ce qu'il faut-il qu'un Katangais puisse être soumis au changement d'habitude alimentaire? Voilà une autre question. Manger une seule fois par semaine, par mois. Ouais, manger le bingo, vous par exemple, manger du riz. Oh, ce n'est pas une alimentation appropriée. Non, ce n'est pas une alimentation appropriée. Mais nous voyons le gouvernement provincial, au lieu de prendre des dispositions plus pratiques, plus pragmatiques, mais on se met à créer des points de vente. Où, dans le point de vente, quelqu'un a droit d'acheter un sac de farine. Nous sommes africains. Un sac de farine, vous allez manger par combien de jours? C'est ça le problème. Ça va s'épuiser. Alors, nous avons des entreprises minières ici qui ont même chassé les agriculteurs parce qu'ils s'est retrouvés dans les carrés miniers. Il faut les imposer d'avoir même 150 hectares par chaque entreprise. Ils font quoi? Le problème, c'est parce que nombreux, parmi les acteurs politiques, parmi nos dirigeants, sont impliqués dans l'exploitation minière, alors ils n'ont pas de force. Mais pendant que la ville de Lubumbashi, donc la province du Haut-Katanga, est en train de vivre cette situation, mais il y a d'autres provinces voisines de la province du Haut-Katanga qui ont des productions assez grandes, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas le chemin de fer pour amener ça ici. Les histoires sont en train de pourrir. Oui, mais moi j'ai été à Kabongo. Oui. À Kabongo, un seau de maïs, c'est à 5 000 francs. Oui. Vous vous rendez compte? Un régime de bananes, c'est à combien ça? Vous voyez la main de banane, c'est à 2 000 francs. Mais imaginez tout ça. Il n'y a pas une politique pour développer en fait une politique de réhabilitation des routes, des dessertes agricoles. Il n'y en a pas. Il y a aussi un va à Kasenga ici, vous allez trouver le poisson à bas prix. Du riz en abondance. Mais comment le faire arriver ici? C'est tout un problème. Il y a ça, par exemple, ce qui manque de nos dirigeants. Faut-il toujours être dépendant de la Zambie? Non. Vous savez, il y a une expression française qui dit que celui qui marche dans les pas d'un autre ne laisse jamais les traces. Ne laisse jamais des traces.
Donc c'est pour dire qu'il y a un problème très sérieux de nous les Congolais, et un problème très sérieux sur la gestion de la province, qui fait qu'aujourd'hui nous vivons cette situation. Et puis il y a certains paysans, certains agriculteurs qui déplorent aussi les conditions climatiques de cette année. Il y aura aussi une baisse par rapport à la production. Ah oui, parce que la pluie était abondante. Oui, mais la politique de reboisement n'existe plus. Nous avons vu, ce n'est pas parce que nous voulons jeter des éloges à Moïse Katumbi, mais à l'époque de Moïse Katumbi, à l'époque de Kaseba Mankoko. Ça fait partie de l'histoire de quelqu'un. Tout à fait, à l'époque de Kaseba, on reboisait. Vous voyez à l'entrée de la ville, oui, avant d'atteindre le tunnel à côté, il y a des arbres que Kaseba a plantés là-bas. Oui. Et c'est ce qu'on appelle que les gens des églises ont transformé Djangwa, où les gens sont allés prier là-bas. Et on organise des séances de prière. C'est Kaseba, soucieux de voir que la ville est en train de subir la pression climatique, du changement climatique, qu'il a fait ça. Qui autre a fait ça? Et vous voyez, en bas de cette partie, l'ancien gouverneur Kazembe, qui a créé un parking qui est abandonné. Personne n'en parle de ça. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. L'ancien gouverneur Jean-Claude Kazembe avait créé le village agricole. Où en est-on avec le village agricole? Où en est-on? Mais on a fait beau, on a crié un peu partout, village agricole, à Kachama, quoi, c'est où? À Lomata. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est resté lettre morte. C'est resté lettre morte, mais on ne sait que crier, c'est l'opposition, c'est ceci. Comme l'a dit, j'ai suivi un acteur politique, Jean-Claude Muyambo, qui parlait de ça. Oui. C'est un faux fouillant, au lieu de citer les autres. Mais chercher à créer. C'est ça. C'est ça le problème du Katanga. Et puis, vous allez voir que dans les différents points de vente, il y a toute une ribambelle de gens qui se sont réveillés depuis 4 heures du matin pour attendre l'achat d'un sac de farine. Et peut-être ils peuvent passer 3-4 jours sans en avoir. Sans en avoir. Nous avons un voisin qui s'est même fracturé. Oui. Monsieur Oscar, c'est un cambiste, il s'est fracturé pour chercher un sac de la farine. Lui, handicapé de son état, il est allé là-bas, on l'a bousculé, il est tombé et il est à l'hôpital, au centre médical. Voilà. Tout le pied. Ça, c'est parmi les incidents. Voyez un peu. Alors, il y a une autorité locale, oui, l'implication du gouvernement pour que nous puissions vraiment essayer de lutter contre l'importation de la farine. Voilà. C'est ce qui est tout à fait normal, qu'on ne cite pas les acteurs politiques, qu'on ne cite pas que c'est un problème qui provient de gauche à droite. Non. D'abord, nous-mêmes, les Congolais, nous devons être soucieux. Mais aussi, il y a un problème. Nous avons des commerçants ici qui ont des moyens. Pourquoi ils ne s'adonnent pas à l'agriculture? Pourquoi? Nous avons des espaces qui sont... Ils disent peut-être que l'agriculture, vraiment, il faut attendre 9 mois, ainsi de suite. Mais aller en Zambie, traverser seulement la frontière. Parce que l'agriculture demande aussi un certain minimum de patience. Non, essayez seulement de traverser. Si en allant vers la Zambie, vous allez voir, ou bien en allant vers la Tanzanie, vous serez estomaqué de voir comment les grands planteurs sont là. Mais s'il n'y a pas de grands planteurs, vous imaginez. Mais les grands fermiers qui se disent les grands fermiers dans la province du Katanga, leur production part où? Ben, on ne sait pas. Parmi les acteurs politiques que nous connaissons ici. Peut-être dans les entreprises brassicoles. Oui, la bière. Oui. Pendant que les gens ont besoin de la farine. Ah oui, il faut. Qui veut noyer son chien là, qu'il dérange, mon frère. Voilà, merci beaucoup, monsieur Collège Wamsompo. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes autour de ces 3 sujets pour discuter ensemble et trouver quelques pistes de solutions. Nous allons aborder le deuxième sujet, c'est en rapport avec les efforts menés par les autorités provinciales ici, dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi et ses environs, pour combattre les cas de criminalité, l'insécurité accrue. De ce côté-là, nous sommes satisfaits. Personnellement, je suis satisfait par les efforts, parce que le gouvernement provincial ne cesse de lancer les cris auprès de la population pour qu'elle puisse collaborer avec
notre police, qui aujourd'hui nous jetons des fleurs aux dirigeants de la police, aux officiers, aux grands officiers de la police, aux commissaires provinciaux. Nous voyons que la police est toujours au chevet de la population. À chaque appel, toute la nuit, il répond facilement. Il suffit qu'il y ait un simple mouvement, vous appelez aux numéros qui ont été lancés dans les groupes par-ci par-là. La police est présente. Ça, ce sont des efforts. Mais sauf, il y a un problème. La ville s'est agrandie. La ville de Lubumbashi et la croissance démographique fait que il y a un sérieux problème de ce côté-là. Et aussi, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route pour accéder. Dans différents points. Où on lance des alertes. Ça, oui. Non, les routes n'existent pas. Il y a aussi un problème d'électricité. Un problème d'électricité, c'est plus grave. Ce sont les quartiers qui sont dans les noirs qui sont victimes. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il faut? Là aussi, il faut les efforts. Il faut tout simplement que le gouverneur se lève, aller à la SNEL, demander que la SNEL vous puissiez desservir tous les différents quartiers périphériques ou bien l'espace environnant la ville de Lubumbashi. Non, il faut, c'est un effort qui demande l'appui de tout le monde. C'est ça. L'appui de tout le monde. Mais aussi pour les routes. Mais la plupart des gens que je rencontre dans des coins un peu reculés, ils vous disent que c'est le gouvernement qui viendra construire ces routes. Même les routes de chemin public. Il faut que le gouvernement... Mais il faut une mobilisation populaire. Oui, mais à l'époque de Mobutu, on voyait les salons chaque samedi. Oui, chaque samedi, les gens se mobilisent là, dans le quartier. C'est aussi cette politique que le maire de la ville... On jette des pierres de melon. Le maire de la ville doit initier cette politique. Tout ne peut pas seulement venir du gouvernement. Et là, c'est en collaboration avec les chefs de quartier. Tout à fait. Parce qu'ils sont les représentants du chef de quartier. Ils sont chefs de quartier. Oui. En quoi? Oui. Mais les chefs de quartier, ici, on a vu, ce sont des gens qui viennent pour résoudre les petits palabres qui existent entre dans les quartiers. Foyers, parce que là, on va donner 50 000, 20 000, oui. C'est ça, c'est ce qui fait mal. Mais pendant cette saison sèche, il serait bon que tout le monde puisse prendre conscience et aménager l'accès facile aux différents domiciles, aux différents quartiers, aux différentes avenues. Voilà un peu, c'est ça. Je profite aussi de cette occasion de citer les noms d'un honorable député provincial qui est à la rescousse à chaque instant de la population. C'est l'honorable Vital Souzou. À chaque fois que la population l'appelle, la population en détresse, je ne dis pas que toute la population, je dis la population en détresse, qui est visitée par les malfrats, et ce monsieur répond. L'honorable Vital. Oui, il répond. Il fait les efforts. Il initie même des appels pendant la nuit pour appeler la police au nom de la population. Voilà des gens que nous voulons, les gens que nous admirons. Qui sont au service de la population. Tout à fait. À chaque instant. Tout à fait, c'est ça. Vous voyez un peu, il y a beaucoup à dire dans cette matière, mais vous savez que nous ne pouvons pas tout dire, parce que l'article 23 de la Constitution, qui nous dit que toute personne a droit à la liberté d'expression, mais cet même article vous dit, sous respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc nous ne pouvons pas tout dire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici, mais la réalité, en tant que journaliste, en tant que journaliste, mon analyse consiste à montrer qu'il y a des efforts qui sont menés par le gouvernement provincial pour endiguer l'insécurité, pour mettre fin, pour lutter. Bien sûr, la criminalité zéro n'existe pas, mais il y a quand même des efforts, il y a des avancées significatives auxquelles nous jetons de fleurs. De ce côté-là, il revient aussi à la population de collaborer avec les autorités, avec la police, notre police. Oui, pas la police qui tracasse, la police de proximité. La police qui tracasse dans des patrouilles, tout ça, des fois il y a des petits rapports. Bon, il y a des dérapages un peu partout, ça c'est normal, mais quand je parle de la police qui tracasse ici, c'est la police de circulation routière. C'est là, en tout cas... Il raisonne en termes de rapport. Mais le rapport dans la poche. Il faut le rapport que vous puissiez déposer. D'abord, bien réglementer la circulation routière. Oui. Et puis
le reste est après quand même. Ah oui, tout à fait. Mais aussi, il y a un aspect que nous avons un peu oublié de parler, c'est du côté des efforts qui doivent être menés par les bourgmestres des communes. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté que les bourgmestres des communes ne font rien. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qui fait que depuis qu'ils sont là, rien ne marche, il n'y a aucune action exécutée dans le cadre des actions à impact visible? J'ai suivi il y a quelques jours une vidéo d'un bourgmestre de la commune annexe qui décrit le fait qu'ils sont bloqués par la présence des inspecteurs de l'IGF. Ces inspecteurs qui étaient venus il y a de cela 3-4 mois, dont leur mission qui devrait pédagogique. La mission devrait s'arrêter le 29 mars. Oui. Mais ils ont été surpris, tout le monde a été surpris de voir que on les a encore accordé 60 jours. Donc ils vont aller jusqu'au mois de juin. Pour quelles raisons? Les raisons sont lesquelles? Ils étaient là, c'est pour un aspect pédagogique, mais maintenant ils ont tout freiné parce que pour le retrait des fonds, de la redevance minière liée à la taxe, la taxe sur la redevance minière, il faut l'aval d'un inspecteur de l'IGF. Qui doit signer sur le chèque. Tout à fait, mais le chèque est toujours signé par le bourgmestre et le comptable. Mais maintenant, c'est avec l'accompagnement de la signature de l'inspecteur de l'IGF. Mais au niveau de la banque refuse parce que la banque dit, bon, on ne peut pas avoir trois signatures sur le même chèque. Non. Voilà un peu le problème. C'est ça les couacs qui aujourd'hui, on voit que nos vaillants bourgmestres ne font rien. Est-ce que il y a d'opinions, certaines opinions qui lèvent la voix pour dire est-ce que c'est un moyen de dire que ils n'ont pas bien travaillé. Ils n'ont pas bien travaillé. C'est la même IGF qui reviendra un jour pour dire, c'est ça, son métier, c'est l'inspection. Oui. Ah oui. Mais vous allez inspecter comment pendant que les gens étaient. Maintenant, l'argent là qu'on bloque, ça va sortir quand? Est-ce que ça sera avec effet rétroactif? Cette fois-là, on va enrichir qui? C'est comme il y a des plaintes un peu partout dans la commune de la Ouachi, au niveau du quartier Massamouchi. Il y a certains travaux qui sont aux arrêts. Depuis l'arrivée du nouveau bourgmestre, rien n'est fait. Du côté commune annexe, il y a un quartier là, il y a un pont qui devrait être jeté sur la rivière Kafoubou. Mais jusque-là, les travaux sont aux arrêts et la population est en train de se lamenter. Et non seulement ça, à Kassangiri, oui. Il y a l'école que l'ancien bourgmestre Rémi Moussensé avait amorcé les travaux, mais sont arrêtés. À Kisanga, l'école qui devrait commencer, l'école de la commune annexe, c'est bloqué. Moi, je pense que l'IGF devrait seulement rentrer d'abord, laisser aux bourgmestres de faire leur travail, et peut-être après 6 mois, 8 mois, venir faire l'inspection pour dire comment vous avez évolué avec la chaîne de dépenses, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. C'est ça la mission de l'IGF. Mais il y a certaines langues qui disent que c'est peut-être qu'ils veulent bloquer la politique du chef de l'État. Là, le chef de l'État ne sera pas content. Oui, avec ce que l'IGF est en train de faire, c'est déplorable. Oui. C'est déplorable. Bien sûr, c'est une mission régalienne qui revient à l'IGF. Mais essayez de voir le développement en interne. Nous sommes allés voir là où les bourgmestres sont logés. Et où vous avez travaillent. Comment l'aspect du bureau? C'est catastrophique. Ça fait honte si vous allez visiter les bourgmestres là où ils travaillent. À part le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, lui quand même on lui a laissé tout ce qui est... Et les autres ici? Oh, ils ont tout emporté. Ils ont laissé juste le... Mais à la commune Kampemba, c'est grave. Il faut voir là où madame la bourgmestre est en train de travailler. C'est comme s'il était dans un petit salon de coiffure. Or, c'est une autorité compétente. Et pour l'installation, il paraîtrait, je le dis bien au conditionnel, qu'on a accordé $2000 à chaque bourgmestre pour le frais de l'eau. Mais c'est insignifiant. C'est insignifiant. Oui. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, ce sont les inspecteurs de l'IGF qui sont devenus des bourgmestres. Alors, si cela est le cas, oui, ils n'ont qu'à se présenter maintenant devant la population et commencer à exécuter les travaux. Les bourgmestres n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire. Ils payent le papier avec leurs propres moyens. Et les agents. Et ils ne vivent que grâce aux frais
Les célébrations des fêtes. Des fêtes et des mariages. Mariage. Et là, on trouve combien? 100 $, 200 $, ça Mais suffit. les mariages aussi n'arrivent pas chaque semaine. Alors, voilà un peu, c'est ça le problème. Ce qui se passe ici chez nous à Lubumbashi. Voilà, merci beaucoup. Nous allons chuter avec cette fameuse proposition de loi Tchani qui figure parmi les matières à traiter ou d'autres questions à traiter au niveau de l'Assemblée nationale dans cette session de mars qui est en cours. Pourquoi cette proposition? Pourquoi cela doit se faire seulement pendant cette période préélectorale, hein? Et pour quelle fin? Vous savez, Etienne, moi je suis un peu sidéré. Nous, nos députés ou nos futurs candidats, parce que M. Tchani Mwadi Ambita, à votre connaissance, il fut Candidat malheureux en 2011, 2018. Oui. C'est monsieur-là qui a échoué, qui n'a rien à dire aux Congolais, ni même pas un plan d'action, ni même pas de priorités pour développer ces pays. Il a un parti politique ou il est indépendant? C'est un indépendant. Il s'est présenté en 2011 comme un indépendant et en 2018 comme un indépendant. D'ailleurs, on a dit qu'il vivait... C'est un Américain. Il ne vit pas au Congo. Il n'a même pas une famille ici au Congo. Il n'a même pas une famille. Et maintenant, dites-moi un peu, qu'est-ce qui a motivé ce monsieur, notre confrère, donc, je dirais, compatriote, à proposer cette loi? C'est la haine. C'est tout simplement la haine. Il a ciblé certains acteurs politiques. Oui, mais une loi doit être impersonnelle. C'est ça. Mais lorsque vous avez une loi qui vise un individu, parce qu'on voit que cet homme a des qualités, il a une vision, et on doit les combattre. Et il ne faut pas qu'il soit candidat à la présidence. Ça ne se fait pas nulle part. Moi, je me réfère à la Constitution. J'ai la Constitution du pays. Elle est là. Que dit l'article 10 de la Constitution? La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle, et est congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu aujourd'hui le Congo, la RDC, présentement la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Mais à partir de là, c'est-à-dire quand quelqu'un est né ou bien il appartient déjà dans un des groupes ethniques du pays, oui, il est congolais d'origine. Et puis tous les Congolais sont égaux devant la loi. C'est ça. Même l'article 13 dit que aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Donc à partir de cet article, là, il n'y a pas match pour que cette loi qui vient diviser, voilà, c'est une loi discriminatoire. C'est ce que tous les Congolais sont en train de se poser comme question. Oui. Pourquoi cette proposition doit venir en ce moment? Mais ça nous apporte quoi? Pendant que tous les acteurs politiques, que ce soit ceux de l'Union sacrée comme de l'opposition, les indépendants, et même la population congolaise en général, les yeux sont focalisés sur les élections de décembre 2020. Oui, tout à fait. Mais vous savez aussi, là, il y a quelque chose. Le mal des Congolais, c'est d'avoir voté des gens qui sont corruptibles au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que nos députés ne pouvaient pas accepter cette loi. Ils ne pouvaient même pas oser accepter que cette loi figure sur le calendrier de la session de mars. Mais qu'est-ce qu'il faut?
Bon, on le voit, leur conscience, parce que c'est l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, nous jugeons les actifs et les passifs du maréchal Mobutu, de M. Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Eux aussi seront jugés. C'est pourquoi, vous voyez, même les élections prochaines ne seront pas bonnes, parce que si vraiment, dès le départ, si les prémices sont fausses, la conclusion sera aussi mauvaise. Donc, pour moi, cette loi n'a pas l'objet d'être. Oui. Si ça dépendait seulement de moi, cette loi ne peut pas exister. Parce que ça ne peut pas profiter au peuple congolais. Ça ne profite à rien. Nous sommes affamés. Depuis le matin, vous et moi, ici, on n'a pas encore mangé. Nous sommes là. On ne fait que parloter depuis le matin. Il y a des lois qu'il faut proposer pour l'intérêt de la nation. Tout à fait. Voir le social, le changement de vie de la population. Même pas des lois qui doivent amener des conflits, des divisions. À quoi ça servira? J'ai suivi les gens de Kisangani, a lancé aussi une alerte envers les députés au niveau de l'Assemblée nationale, les demandant de ne pas s'intéresser à cette loi. Mais il y a quand même des gens qui soutiennent cette loi, moi je ne sais pas. Pour des raisons peut-être fanatiques ou le chauvinisme. Oui, parce que lorsqu'on devient trop chauvin, on oublie toute la conscience. Ça se fait. Vous voyez, c'est comme M. Tchani, il n'a pas de conscience. Parce que il s'est dit grand intellectuel, il s'est dit grand universitaire, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais lui, s'il devrait être un vrai Congolais, des pères et des mères, comme il le veut, comme il avait étudié aux États-Unis là, comme médecin, mais le pays profite quoi d'abord? Est-ce qu'il a même construit un hôpital ici? Par rapport d'abord à sa science. Non, il a construit un hôpital. Moi j'ai vu à Kachoboué, Moïse Katumbi a construit un hôpital. Moïse Katumbi a construit un camp des médecins. Il y a une dame ici, Joyce, qui a étudié en Chine. En Chine, cette dame... Elle a construit un hôpital ici. Ah bon? Elle a amené ses connaissances au profit du peuple congolais. Elle est cardiologue. C'est ça que j'ai dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Donc ce monsieur-là, il cherche à balkaniser ce pays. Ça se fait. Or, cette politique, nous ne voulons pas. Nous voulons un Congo uni. C'est anticonstitutionnel. Nous ne voulons pas. Doit être toujours uni. Mon frère, nous avons étudié avec des gens de toutes les provinces. On s'aimait, on se partageait, on mangeait ensemble. Même les Benyamoulenge, c'était mes amis. Éric Louembere, le général Éric Louembere, nous avons étudié ensemble avec lui. Ils sont nombreux avec qui nous avons étudié. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que les gens peuvent encore partager la même philosophie de Mobutu? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. On est déjà divisé. Mobutu disait Tolingi Ekolo Moko. Liboke Sanga Moko. Vous comprenez? C'est l'esprit de l'unité. C'est l'esprit de l'unité. Mais maintenant, ça n'existe plus. Ça commence à disparaître. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ce sont les honorables députés nationaux qui doivent prendre leur conscience en présence. Amen. Parce que tous les Congolais ont les regards tournés vers les députés nationaux. S'ils jouent avec cette loi, cette fameuse proposition de la loi, je pense que ça va brûler, mais ça va brûler. Ils doivent être conséquents. Ça va péter. Parce que si vous essayez de voir sur terrain les petits sondages, la population est contre cette proposition. Mais la population est affamée, mon frère. Elle est affamée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, M. Colin Sombo, pour les belles analyses que vous avez faites au cours de cet échange. Merci aussi, Étienne. J'espère que c'est là, ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons toujours continuer à faire notre analyse par rapport à la situation qui évolue dans notre province. Et aussi, j'en profite d'appeler les acteurs politiques qui veulent concourir aux prochaines élections de passer à Triomphe Congo pour exprimer leurs opinions selon l'article 23 de la Constitution. Là, on peut leur donner notre adresse. Oui, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook, et là, même sur WhatsApp, Triomphe Congo, même sur TikTok, oui. Triomphe Congo est partout. Donc, il suffit tout simplement d'écrire Triomphe Congo TV. Tout à fait. Vous vous abonnez. Ah oui. Et finalement, vous avez tous les résultats. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet échange. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention soutenue. N'oubliez pas surtout de vous abonner massivement sur votre chaîne, de liker, d'activer aussi la cloche de notification. À bientôt et bonne suite chez nous. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? Triomphe Congo TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.